BFM Business et CB News présentent Hebdocom, Rebecca Blanc-Lelouch. Bonjour à tous et bienvenue dans Hebdocom, votre émission d'actualité économique sur les médias, la com et la pub sur BFM Business. Au programme aujourd'hui, Cyril Hanouna arrive sur la plateforme Royalties, la plateforme qui permet de miser sur des talents en qui on croit. Son cofondateur est avec nous en première partie d'émission, Christophe Vattier. Rodolphe Saadé monte à 10% du capital de M6. Julien Casqui nous en parlera un peu plus en détail dans son journal. Et puis alors ce jeudi sort le trimestriel Playboy avec en couverture la ministre Marlène Schiappa. Donc on a voulu se poser cette question cette semaine. Estimez-vous que les personnalités politiques ne doivent s'exprimer que dans les médias et les émissions politiques? C'est notre sondage réalisé par Harris Interactive pour BFM Business et pour Tilder. Voilà le programme. Hebdocom, ça commence maintenant. BFM Business, Hebdocom, l'invité média. C'est une grande nouvelle parce que ça fait des semaines vraiment que j'attends. Je vais rentrer au capital de Royalties, cette start-up qui est en train d'exploser. Vraiment, moi j'ai eu un coup de cœur pour cette start-up, pour ce qui s'y passe. Voilà, moi ce que j'aime, c'est que on peut miser sur des talents. C'est ça qui me fait marrer. Voilà, c'est miser sur des talents plutôt que sur des entreprises. C'est une bourse des talents. Moi personnellement, les entreprises, je comprends rien. Par contre, les talents, je comprends. On va faire, en plus de tout ça, c'est qu'on va mettre en place un fonds de 500 000 €, on vous en dira plus dans quelques semaines, qui va financer vos projets. Mais je pense que c'est une nouvelle incroyable aussi pour tous ceux qui me regardent, parce que 500 000 €, on va pouvoir financer des bons projets et on les attend avec plaisir. C'était il y a quelques jours Cyril Hanouna qui arrive sur Royalties en tant que talent sur lequel on peut investir, mais aussi en tant qu'actionnaire. Royalties est une plateforme qui nous permet de miser sur des personnalités, sur des talents en qui on croit. Pour en parler avec nous, Frédéric Roy, bonjour. Bonjour Rebecca. Vous êtes rédacteur en chef de CB News et notre invité Christophe Vattier, bonjour. Bonjour Rebecca. Vous êtes cofondateur de Royalties, que vous avez créé il y a 1 an et demi. Que l'on comprenne bien comment ça fonctionne exactement et comment vous avez eu l'idée. Alors comment ça fonctionne? C'est très simple, c'est comme une bourse, sauf qu'au lieu d'acheter des actions, vous achetez ce qu'on appelle des ROI, parce qu'il fallait lui donner un nom. Alors comme on s'appelle Royalties, on a pris la première syllabe. Vous achetez des ROI d'un talent, donc ça peut être un joueur de foot, ça peut être un chanteur, ça peut être un animateur télé, ça peut être un chef de cuisine, enfin voilà, plein de gens. Et un peu comme pour une action, même si c'est pas une action, vous allez pouvoir l'acheter, le revendre, donc le cours évolue en fonction de l'offre et de la demande. Et chaque mois, vous touchez un rendement en fonction de la performance du talent dans la vraie vie. C'est-à-dire que si le talent a des super performances, vous allez toucher un peu plus de rendement. Juste comment est-ce qu'on mesure la performance ? Alors ça dépend selon la nature du talent. En fait, nous, alors ce qu'on regarde, ce qu'on appelle performance, et c'est une très bonne question, c'est la performance économique du talent qu'on regarde. Et donc, je prends un exemple, un joueur de foot, en moyenne, il a 2 grands types de revenus. Il a ses revenus sportifs, ce qu'il gagne sur le terrain, et les revenus d'image quand il fait de la publicité. Nous, on a des algorithmes qui nous permettent de calculer, d'émuler les revenus. Comment vous avez accès aux données? Est-ce que vous achetez des bases de données? Tout à fait. À qui? Alors, vous avez des sociétés qui sont spécialisées. Donc, vous avez des sociétés qui vous donnent les revenus des sportifs. Donc, on achète ces bases-là. Et pour la partie publicitaire, en fait, nous, on regarde la puissance digitale de quelqu'un. Son nombre de followers sur les réseaux sociaux, ses taux d'engagement, le nombre de posts payants, la valeur des... Tout ça s'achète. Et tout ça donne une valeur exactement finale, estimative du talent. Et en fait, tous les mois, on la recalcule. Donc, il y a des mois, si le joueur a une super performance, il va gagner des followers, il va gagner de la puissance, il va augmenter ses revenus. Puis d'autres fois, c'est l'inverse. Et nous, on ajuste les rendements et on les paye tous les mois en fonction de sa performance réelle. Ça, c'est la partie rendement. Et puis, le cours du ROI, c'est l'offre et la demande. Comme à la bourse. Comme à la bourse. Et c'est un de vos investissements majoritaires, ces bases de données-là que vous achetez, non, j'imagine? Et l'algorithme qui permet derrière de calculer combien ça vaut. Parce que les données sont une donnée de base, mais après, il faut recalculer tout ça. Donc, nous, il y a 2 choses qui sont importantes pour nous. Toute la partie mathématique, qu'on a beaucoup investi là-dedans, avec des quants, avec des gens très spécialisés, et toute la partie juridique. Parce qu'il y a tout un système contractuel, régulatoire qui est très important. On va y revenir sur la partie juridique. Vous avez aujourd'hui 100 000 utilisateurs. Cyril Hanouna qui devient actionnaire depuis 7 semaines. Est-ce que c'est un gros coup de com' pour Royalties? Est-ce que vous avez senti un changement, un engouement particulier cette semaine? Alors mardi soir, j'ai eu beaucoup plus d'appels que d'habitude sur mon téléphone.
de fonds, d'actionnaires, de talents. Donc je ne me suis pas ennuyé mardi soir, parce que l'annonce a eu lieu mardi dans la journée. Donc oui, on a senti que ce n'était pas quelqu'un qui était totalement inconnu dans le paysage. Des nouveaux utilisateurs ? Aussi. Beaucoup ? Oui, alors je pense qu'on en aura plus quand il deviendra un talent de la plateforme. Ça va beaucoup plus s'engager encore. Mais déjà, on a senti le vent frais de sa présence. Et comment ça s'est fait ? C'est-à-dire ? La rencontre avec Hanouna ? En fait, on avait une connaissance en commun. C'est très intéressant la manière dont ça s'est passé avec lui. La première rencontre avec les équipes, etc., c'était un rendez-vous un peu formel, parce qu'on avait une connaissance en commun du groupe Vivendi, donc qui a fait qu'on a eu le rendez-vous. Comment dire, j'étais là parce qu'il fallait qu'il soit là. C'était voilà, c'est un peu. Et en fait, ce qui devait durer une demi-heure a duré 4 heures. Ah oui. Et surtout, on n'a pas parlé business. On a parlé de pourquoi on faisait ça. C'était quoi les valeurs, c'était quoi les fondements. On parlait du pourquoi et pas du comment. Et franchement, j'ai été très surpris, très agréablement surpris de la profondeur dans laquelle on est rentré. Et c'est comme ça qu'à l'issue de ce rendez-vous, on s'est dit, bon, bah, ok, on va aller plus loin ensemble. Vous allez aller plus loin puisque vous co-créez un fonds ensemble. Il a mis 500 000 euros pour financer des projets et des jeunes talents. Comment ça va s'opérer de manière concrète ? En fait, ça fait partie vraiment de l'ADN de la société depuis le début. Quand vous faites une bourse, à la base, ça sert à financer les objets qui sont cotés. Donc aujourd'hui, les entreprises, maintenant, des talents. Donc, on a aujourd'hui sur la plateforme 160 talents, mais qui sont des gens qui ne nous attendent pas pour vivre, parce que c'est des gens qui ont plutôt bien réussi dans la vie, donc c'est pas ce qu'ils vont gagner avec nous qui vont, en tout cas pas encore maintenant, changer leur vie. Peut-être un jour ? Peut-être un jour, tout à fait. En revanche, quand vous prenez des jeunes qui aujourd'hui ne peuvent pas se financer, parce qu'ils ne sont pas bankable, les banques ne veulent pas leur faire de prêts, ils n'ont pas de famille pour leur donner de l'argent, et qui font de la musique, qui font du sport, qui veulent faire des grandes études, etc., mais qui n'ont pas forcément les codes et l'argent pour le faire, c'est des gens aujourd'hui qui sont gâchés, en tout cas qui ne peuvent pas exprimer tout leur talent. Mais vous étiez obligé de démarrer avec des personnalités avec un peu de notoriété, quand même, pour vous Totalement. Faire connaître ? On ne peut pas aider les gens si on n'a pas de puissance soi-même. Donc il fallait qu'on acquiert un minimum de users, un minimum de notoriété pour pouvoir aider les gens qui n'en ont pas. Vous avez dit dans les Échos que tout le monde est cotable, que vous privilégiez la masse. Mais concrètement, est-ce que tout le monde est vraiment cotable et est-ce que vous avez les moyens d'accueillir tout le monde ? Alors aujourd'hui, à l'instant T, non. Mais c'est étape par étape. En 2022, on a surtout coté des talents sportifs. Foot, rugby, tennis et sport de combat. Parce qu'il fallait qu'on se crée une base d'utilisateurs et le sport est un thème très fédérateur, donc c'était bien. Là, on va à côté des chefs d'entreprise, des animateurs télé, des chefs de cuisine, des artistes plasticiens, des écrivains. En fait, on va ouvrir de manière très très large la nature des talents qu'on cote pour montrer que tout le monde est cotable. Et alors le secteur des influenceurs ? Alors, le secteur des influenceurs, nous au départ, on a refusé de coter un certain nombre d'influenceurs. Il faut qu'il y ait un talent. S'il se montrait nu à la télé et le seul talent qu'a la personne, on considère que c'est pas quelque chose qu'on veut pousser, en tout cas aujourd'hui. Donc une Léna Situation, Léna Mafouf. Ah si, non, elle a des choses intéressantes à dire. C'est plutôt la télé-réalité qu'on n'a pas. Alors, pour être plus précis, c'est le côté télé-réalité qu'on n'a pas souhaité mettre en avant. En revanche, il y a plein d'influenceurs qui produisent du contenu avec une vraie qualité, qui ont vraiment des choses à dire. Et là, pour le coup, nous, on est très ouverts à ça. C'est plutôt le secteur un peu sulfureux qui n'était pas notre sujet. Et vous parlez des chefs d'entreprise. Qui, par exemple, comment ? Alors, je ne peux pas vous dire, parce que c'est une surprise qu'on garde, mais on a quelqu'un qui est assez connu, d'ailleurs assez connu des médias, qui sera le premier chef d'entreprise qu'on va coter. Donc, juste pour revenir sur la régulation, vous signez des contrats de performance sur 10 ans avec les talents. Ce n'est donc pas régulé par l'autorité des marchés financiers. Quid de la régulation ? Alors nous, on l'appelle de nos voeux. Et alors ce qu'on a fait, c'est qu'il y a 2 ans, quand on s'est lancé, on a déposé un dossier pour expliquer ce qu'on faisait et comment on le faisait auprès de l'AMF. Donc ça, c'est quelque chose qui pour nous est important de se faire connaître. À l'époque, on considérait qu'on ne pouvait pas être considéré comme un stock exchange ou un instrument financier parce que le produit tel qu'il était défini ne rentrait pas dans les cases. Les choses évoluent. Et nous, ça nous semble important à terme d'être considéré comme un produit financier, d'être comme une bourse et d'être régulé comme tel.
La régulation, c'est souvent considéré comme un épouvantail, surtout dans l'innovation, en disant oh là là, ils vont nous casser les bonbons, ils vont nous empêcher de faire ce qu'on... Alors, si ça vient trop tôt, c'est le cas. Parce qu'au départ, on ne sait pas trop, et on essaye. Mais au bout d'un moment, ça devient essentiel. Ça devient essentiel pour deux raisons. La première, c'est pour rassurer les consommateurs. Voilà, vous n'êtes pas avec des gens qui font n'importe quoi. Il y a quand même eu un certain nombre de problèmes. Mais justement, de vous associer par exemple avec Cyril Hanouna, qui peut avoir de temps en temps une mauvaise image, ça ne vous a pas posé de soucis à ce niveau-là ? On est une bourse. Nous, on ne juge pas ce que font les gens qui sont on n'est pas des censeurs. Vous ne demandez pas à Euronext de vous dire si c'est bien de coter telle ou telle entreprise, si elle travaille dans l'armement, est-ce qu'on devrait la coter ? C'est pas la question d'Euronext, c'est la question du régulateur. Et vous n'avez pas peur que ça entache votre image, l'image de Royalties ? Non, parce qu'on fait des choses sérieuses et aujourd'hui, imaginons demain, on cote un sportif et il y a des sportifs qui font des conneries. C'est pas parce qu'un sportif fait une connerie que nous on est lui, méchants. Il perdra de la valeur. Ah bah oui. C'est ça. Ah oui. Indéniablement. Oui, donc ce sera la sanction, en fait. Exactement. Pour terminer, il y a quelque chose qui m'a interpellée. J'ai vu que votre slogan, c'est « Buy is the new like ». Pourquoi ce slogan ? Quel message voulez-vous faire passer ? En fait, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour dire à quelqu'un qu'on l'aime, qu'on croit en lui, que d'investir sur lui ? C'est pas la forme ultime de montrer à quelqu'un qu'on croit en lui. Très clair. Pour terminer cette interview, comme d'habitude, on accueille notre journaliste BFM Business, Julien Casqui, pour son questionnaire. Donc, c'est 10 questions en rafale, 2 minutes. Oula. On va lancer un chrono quand vous êtes prêt. Vous nous dites quand vous êtes prêt. Bah, je reviens demain, alors. Vous n'avez pas le choix. D'accord, c'est parti. On lance le chrono. Allez, première question, Christophe Vattier, votre célébrité préférée sur la plateforme ? Oh, c'est une mauvaise question, j'en ai tellement. Celle qui a le plus marqué la plateforme, qui l'a plus impacté lors de son arrivée, c'est Antoine Dupont. Pourquoi ? Il y a eu un avant et un après Antoine Dupont sur la plateforme. La célébrité que vous rêveriez d'avoir sur Royalties ? Elon Musk. Cyril Hanouna en 3 mots. Très malin, très travailleur, et avec des vraies valeurs, parce qu'on a eu vraiment l'occasion d'en parler. Quelle prochaine personnalité médiatique sur Royalties ? Ça, j'ai pas le droit de vous le dire. L'entrepreneur français que vous admirez ? Oh, il y en a plein. Il y en a vraiment, vraiment plein. Non, je ne veux pas en donner qu'un, parce qu'il y en a vraiment plein que j'aime beaucoup. Pas un seul. Le premier à qui vous pensez ? Non, si je vous dis le premier à qui je vais penser, vous saurez qui on va coter. Elon Musk, justement, en 3 mots. Visionnaire, fou, déterminé. Votre réseau social préféré ? Le seul que j'utilise vraiment, LinkedIn. Comment vous informez le matin ? Comme je peux. Je reçois pas mal de news d'information par mail. Royalties dans 5 ans ? La bourse des talents, la référence pour coter tout le monde sur la planète. Parce que le nom, alors je me permets juste, il me reste 3 secondes. Royalties, c'est le nom de la plateforme. Le nom de la société, c'est MANSE, M-A-N-S-E, et ça veut dire Mankind Stock Exchange. On veut coter tout le monde, et tout le monde est cotable. Et dernière question, est-ce qu'il y a une question qu'on aurait oublié de vous poser pendant cette interview ? Non, vous en avez déjà posé pas mal, hein. C'était bien. On a bien fait notre travail. Ouais. Super. Merci Christophe Vattier. C'est parti pour votre journal, Julien. On commence avec quoi ? On commence avec Rodolphe Saadé, le PDG de CMA-CGM, qui augmente sa participation dans M6. C'est l'heure du journal. BFM Business, Hebdocom, le JT de la com. Jusqu'où ira l'ambition de Rodolphe Saadé dans les médias ? Le milliardaire monte à 10% du capital de M6. Et son entreprise CMA-CGM passe de 8 à 10,25% exactement après avoir acheté de nouvelles actions à la Bourse de Paris. Selon sa déclaration au régulateur des marchés financiers, Rodolphe Saadé souhaite poursuivre ses acquisitions de titres dans le groupe. Si le cours reste attractif, il ne pourra toutefois pas prendre le contrôle de M6 pendant les 5 prochaines années. Selon la loi audiovisuelle, son nom sera proposé d'ici la fin du mois pour entrer au conseil de surveillance de
M6. Autre milliardaire qui veut de plus en plus peser dans les médias français, c'est Daniel Kretinsky. Selon la lettre A, le patron de CMI France souhaite prendre entre 30 et 40% du média en ligne Loopsider. Le Tchèque avait déjà négocié sans succès une entrée au capital de Brut, autre média en ligne. C'est Xavier Niel et Rodolphe Saadé, justement, qui devraient faire partie du prochain tour de table de Brut. Jackpot pour BETC, l'agence de création remporte le budget de création de Danone. Et au terme d'une compétition féroce de 9 mois, la filiale d'Havas succède à WPP. BETC va travailler sur l'ensemble des marques laitières, végétales et eau du groupe, soit Actimel, Activia, Danone ou Evian. Un contrat qui porte sur les 120 pays dans lesquels Danone opère. C'est Mercedes Serra, la présidente et fondatrice de BETC, qui a piloté la réponse à cet appel d'offres. BETC a déjà collaboré avec Danone pour notamment la célèbre pub Evian des bébés. Meta va à son tour lancer une intelligence artificielle générative de publicité. Et oui, l'entreprise de Mark Zuckerberg est en train de réfléchir à une nouvelle offre qui permettrait aux annonceurs d'utiliser de l'intelligence artificielle sur le modèle de ChatGPT pour créer des publicités. Les marques pourraient par exemple demander à l'IA de leur générer des affiches publicitaires selon leurs requêtes et les adresser en fonction de leurs différentes sites publicitaires sur Instagram et Facebook. Meta souhaite commercialiser cette nouvelle offre d'ici la fin de l'année. Action devient la marque de distribution préférée des Français devant Decathlon et Leroy Merlin. Selon la dernière enquête du cabinet EY Parthénon, le hard discounter néerlandais profite du contexte inflationniste sans faire appel à de la publicité. Selon cette enquête, le prix des produits est à nouveau considéré comme le premier critère d'achat devant l'impact sur le climat. Et comme chaque semaine, on termine ce journal par notre campagne chouchou, par la campagne validée par Hebdocom de la semaine. Et cette semaine, on a choisi celle d'Aldi. Ah oui, un discounter qui lui communique et qui révèle son nouveau spot de pub conçu par TBW à Paris. Dans une boîte de nuit, un jeune de 20 ans a le coup de foudre pour une fille. Il la perd de vue et ne retrouve qu'une de ses baskets. Ça vous fait, Rebecca, penser probablement à un célèbre conte. Sauf qu'après d'intenses recherches pour la retrouver, sa vraie Cendrillon était en fait sous ses yeux. Place aux vies d'aujourd'hui, place aux nouveaux consommateurs. Aldi. Et cette campagne est déclinée à partir de cette semaine en télé, en presse, en radio et sur tous les réseaux sociaux. Merci Julien pour le journal et merci Christophe Vattier d'avoir été avec nous. Vous êtes cofondateur de Royalties. C'est parti pour le Focuscom. BFM Business, Hebdocom, le Focuscom. La secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire, Marlène Schiappa, a accepté de poser pour le magazine Playboy qui sort ce jeudi. Elle a accordé au magazine une longue interview sur les droits de la femme en posant en tenue un peu sexy. Elle y évoque la liberté des femmes en Afghanistan, la défense du droit à l'IVG, les droits LGBT, mais aussi la politique et la littérature. Cette couverture a suscité d'innombrables réactions dans la classe politique et dans les médias. Donc on a voulu se poser cette question aujourd'hui. Estimez-vous que les responsables politiques devraient intervenir dans n'importe quel média ou que dans les médias et émissions politiques? Harris Interactive a réalisé ce sondage pour BFM Business et pour Tilder. Pour en parler avec nous en plateau aujourd'hui, notre sondeur Jean-Daniel Lévy, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur délégué de l'Institut de sondage Harris Interactive France et le président de Tilder, Mathias Léridon, bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'être avec nous. Jean-Daniel, c'est un résultat très serré, les Français sont divisés. En est-il de même pour la couverture de Playboy de cette semaine? On peut penser en fait que déjà d'une manière globale, quand on pose la question aux Français,
c'est rare d'avoir en fait quasiment moitié-moitié. Là, c'est effectivement le cas de la part des Français qui n'arrivent pas entièrement à se définir d'un côté ou de l'autre, avec la perception pour quasiment un Français sur deux que oui, ils doivent intervenir uniquement dans les émissions politiques, et puis l'autre en fait qu'ils doivent s'exprimer dans tout type de médias. Concernant l'intervention dans Playboy, il y a la manière dont vous l'avez présenté, il y a peut-être la manière dont les Français le reçoivent. Probablement que les Français entendent plus parler du titre, voient plus les photos que le contenu à proprement parler. Quand on les interroge, même d'une manière générale, sur leur sujet de conversation, sur la manière dont ils peuvent percevoir l'actualité, lorsqu'ils ne sont pas directement eux-mêmes confrontés à la lecture ou à la vision de ce que peuvent dire les responsables politiques, ça va être l'écho médiatique et indéniablement, à l'heure actuelle, ça va être les photos et le fait qu'elles soient présentes dans un journal qu'on va qualifier un peu de sulfureux pour pouvoir être présentes médiatiquement. Mathis Lérizon. Alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Jean-Daniel. Je pense que c'est une formidable opération de Marlène Schiappa pour la défense et la liberté des femmes. Elle s'est toujours engagée sur ce sujet, elle a toujours été militante, et il y a une triple cohérence dans cette interview. Il y a une cohérence entre le message qu'elle porte, parce qu'elle ne fait pas que poser pour Playboy. Elle accorde une longue interview sur Playboy, et lorsqu'on lit cette interview, elle est très claire sur son engagement personnel pour la liberté des femmes, de disposer de leurs paroles, de leurs actes, de leur vie. Et c'est ce qu'elle dit dans cette interview. Et elle le dit dans un magazine qui est sulfureux, en tout cas qui est plutôt à destination des hommes que des femmes. Et c'est justement là où il faut le dire, parce que c'est un magazine pour les hommes. Et en même temps, ça fait d'elle quelque part une personne politique, une personnalité politique qui est fondamentalement libre. Elle est libre de prendre la parole. Elle le fait de façon un peu disruptive. C'est pas de la disruption pour de la disruption, c'est de la disruption pour un marqueur politique. La preuve, c'est que tout le monde en parle, et si tout le monde en parle, la réalité, c'est parce qu'il y a un message derrière, et que ce message, elle a osé le porter là où, a priori, on n'aurait pas pensé que la parole politique se serait posée. Pourtant, la Première ministre ne trouve ça pas du tout approprié, je la cite, dans le contexte actuel. Ça nuit pas un petit peu à l'esprit d'équipe du gouvernement ? Mais moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a une réalité qui est une réalité quotidienne, c'est qu'il y a un problème de dialogue entre le gouvernement, le président de la République et les Français. En général, pour renouer le dialogue, il s'agit de faire en sorte de dialoguer. Et dialoguer, c'est dialoguer peut-être pas de façon tout à fait classique, c'est-à-dire en fait dialoguer dans les rubriques politiques des grands médias politiques ou des grands médias d'information générale. Peut-être qu'une partie de ce dialogue, c'est avoir le courage, avoir la liberté de porter cette parole politique dans d'autres médias, dans d'autres lieux, que ceux qui sont les lieux attendus. Et moi, je pense que la réalité, c'est que si l'acte de liberté politique, qui est un acte en même temps parfaitement réfléchi et dont le message est parfaitement clair et parfaitement aligné avec la stratégie gouvernementale de protection des femmes, de défense de la liberté des femmes, je pense que le fait de donner cette interview, de le faire dans ces conditions-là, avec des photos qui sont certes sympathiques, mais qui ne sont pas des photos dénudées. On a eu d'autres personnalités qui, dans Playboy, ont posé de façon très dénudée. Moi, je trouve que c'est quand même un petit peu sexy, ces photos. Oui, c'est sexy, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'être sexy ? Puis alors, en plus, lorsqu'un homme commence à juger sur le côté sexy d'une femme, c'est une pente qui est très dangereuse. Donc moi, je crois que c'est plutôt l'idée de dire que, au fond, il y a vraiment une cohérence entre la personnalité de Marlène Schiappa, son engagement depuis des années et des années aux côtés des femmes, et le côté un peu étonnant de le faire dans un média qui est un média plutôt pour les hommes, mais elle le fait de façon extrêmement rigoureuse. Jean-Daniel Lévy, vous en pensez quoi ? Ce qui va être intéressant, c'est est-ce qu'une fois qu'on a parlé vraiment en fait de cette interview, est-ce que les Français vont la lire et est-ce que les médias vont changer un peu de nature ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont aller vers le contenu politique qui est porté par Marlène Schiappa, l'inscription en fait de son discours au regard de l'ensemble de la politique gouvernementale qui est menée ? Ce qui est certain, c'est qu'il y a deux registres, je trouve, qui sont intéressants. Le premier registre, on est surpris et pas surpris en même temps. C'est-à-dire qu'on est surpris parce que personne ne s'attendait à ce qu'il y ait ce type d'interview qui se donnait, surtout dans le contexte actuel, de la part de Marlène Schiappa. On n'est pas surpris parce qu'en fait, on sait qu'elle a toujours été extrêmement libre et qu'elle s'est affranchie d'un certain nombre de conventions. On peut rappeler qu'il y a quelques semaines, elle a quasiment rendu public dans un autre hebdomadaire le fait d'avoir une nouvelle relation avec une personne avec laquelle, qui plus est, elle pouvait normalement entretenir des relations du fait de ses fonctions ministérielles. Donc ça, c'est les deux premiers aspects. La troisième question qui va se poser, c'est que
une fois que sera en fait un peu passée la notion de la surprise, une fois qu'il y aura peut-être un peu plus de débat sur le fond politique qui est porté par Marlène Schiappa, est-ce qu'on aura la perception que c'est une entreprise individuelle ou est-ce qu'il s'agit d'une entreprise collective ? Au point de vue de l'action gouvernementale en faveur des femmes, de la liberté des femmes et de la reconnaissance en fait des difficultés auxquelles elles pourraient être confrontées, dans ce cas-là, ça sera une opération qui sera réussie. Moi, je voudrais rebondir sur ce que dit Jean-Daniel en disant finalement, la communication, y compris dans l'univers politique, c'est toujours un équilibre entre de l'émotion et de l'information. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on peut peut-être imaginer que dans la communication du gouvernement, il y a peu de concessions qui soient faites à la dimension émotionnelle. Marlène Schiappa, en accordant cette interview, elle dose de l'émotion avec de l'information. Il n'y a pas l'émotion qui prend le pas sur l'information ou l'information qui ne prend pas sur l'émotion. Moi, je trouve que c'est parfaitement équilibré. Merci Mathias Léridon, vous êtes président de Tilder. Merci Jean-Daniel Lévy, vous êtes directeur délégué de l'Institut de sondage Harris Interactive. C'est parti pour la chronique de Frédéric Roy. BFM Business, Hebdocom, la chronique média. Frédéric, vous voulez nous parler d'animaux cette semaine. Vous aimez les bêtes ? Pas autant qu'elle-même. Non, je rigole. En fait, je voulais surtout vous parler d'oiseaux et de chiens, ou plutôt d'un chien, celui qui a remplacé l'oiseau bleu de Twitter. Définitivement, on ne sait pas. Il n'y a que Elon Musk lui-même qui doit en avoir une idée, en tout cas c'est à espérer, tout comme il est le seul à savoir pourquoi est-ce que ce changement a été fait. Mais au fond, là n'est pas l'important. Ce qu'il est, c'est qu'une fois de plus, Musk défie les règles élémentaires du marketing en changeant inopinément le logo d'un média, sans aucune justification ni explication. Or, le logo d'une marque, surtout une marque numérique, est quand même un de ses attributs les plus importants. Le modifier ainsi est potentiellement dangereux pour sa réputation. Mais la réputation, c'est pas vraiment le souci d'Elon Musk. Vous avez encore raison, c'est la deuxième fois, c'est incroyable. D'ailleurs, la meilleure illustration de ce dédain est la réponse que le service de presse de Twitter, si on peut encore l'appeler comme ça, adresse aux questions des journalistes. Un simple emoji en forme de crotte, on ne sait pas si c'est une crotte de chien ou pas. L'élégance même. Le souci, c'est que ces facéties qui font certainement rire leur auteur ne sont pas du goût des annonceurs. En France, la chute des investissements est de l'ordre de 80%, et nous n'étions pas un petit marché dans l'écosystème Twitter. La suppression de la modération, qu'elle soit humaine, automatique ou automatique, a rendu impossible le contrôle des contenus, et les marques ne veulent absolument pas prendre le risque de se trouver dans un environnement qui puisse nuire à leur image. Peut-être, mais Elon Musk semble plutôt miser sur le payant. Oui, c'est vrai. Il veut faire payer les comptes certifiés, affirme que c'est l'avenir des réseaux sociaux. Et il a peut-être raison, mais ce genre de décision se prépare et se mûrit, ce qui n'est pas exactement le caractère du personnage. Les premières tentatives sont d'ailleurs soldées par un échec cuisant, mais un peu comme Tesla, un jour ça marchera, ou pas. En attendant, de son propre aveu, Twitter vaut moins de la moitié des 44 milliards de dollars qu'il a payé il y a quelques mois. Et puis après tout, le temps que cette chronique soit terminée, peut-être que le logo aura encore changé, et la stratégie d'Elon Musk aussi. Merci Frédéric Roy. La French Tech est une marque mondialement connue. C'est la une de CB News de cette semaine. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, mais surtout en replay et sur toutes les plateformes. Très très bon week-end sur BFM Business. Hebdocom sur BFM Business.